On a tous grandi avec Saint Seiya, on connaît ses héros, ses combats, ses sacrifices. C'est une légende gravée dans le cœur de millions de fans. Mais en 2012, une nouvelle série a vu le jour, Saint Seiya Omega, et dès son arrivée, elle a divisé. Beaucoup l'ont rejetée, certains l'ont critiquée, d'autres ont même dit qu'elle trahissait l'œuvre originale. Omega n'est pas un simple copier-coller, c'est une réinvention. Un pari risqué, et comme tous les paris, il commence doucement, maladroitement parfois. Ces 28 premiers épisodes qu'on va appeler entre guillemets l'arc Arya sont souvent vus comme le maillon faible de la série. C'est lent, ça prend du temps à démarrer et on se demande parfois où ça veut aller. Mais la vérité, c'est que cet arc est bien plus important qu'il n'y paraît. Derrière ses défauts, il pose des fondations solides, il introduit une nouvelle génération de chevaliers, un nouvel univers, et surtout il offre un personnage inoubliable, Arya. Une lumière fragile, une pureté condamnée à disparaître, mais qui va marquer à jamais le destin de nos héros. L'arc Arya n'est pas un poids mort, c'est un prologue, l'étincelle avant l'incendie, le souffle qui prépare la tempête. Parce que oui, Omega met du temps à démarrer, mais quand ça démarre, c'est l'une des plus belles choses qui soit jamais arrivée à la licence Saint Seiya, oui, je le dis. Aujourd'hui, on va revenir ensemble sur ce prologue, comprendre pourquoi derrière ces maladresses, il cache quand même une profonde émotion, et pourquoi, sans lui, Omega n'aurait jamais pu devenir le chef-d'œuvre qu'il est. Mais avant ça les amis, petit instant auto-promo puisque j'ai sorti mon livre, Chevalier de ta propre vie. Depuis toujours, Saint Seiya a inspiré énormément de personnes à travers le monde. Et vous le savez, ce manga ne se résume pas qu'à des combats, des armures, etc. Mais c'est surtout une œuvre qui cache une vérité bien plus profonde, un véritable guide pour affronter ta vie. Dans ce livre, en fait, j'ai réuni toutes les leçons que j'ai tirées de Saint Seiya, des leçons universelles, comment ne jamais abandonner, comment devenir pleinement soi-même, comment trouver la force de se relever face à la douleur. Ce livre n'est pas qu'une analyse de Saint Seiya ni un livre de développement personnel classique, c'est un petit peu un pont entre les deux. Ce livre, c'est un compagnon de route. Un guide pour cultiver ta paix intérieure, comprendre ce qu'est le véritable bonheur et surtout pour réveiller le chevalier qui dort en toi. Parce qu'au fond, on est tous des chevaliers les amis. Mais le véritable combat, ce n'est pas contre les autres, c'est contre nous-mêmes. Contre nos peurs, nos faiblesses, nos failles, notre flemme. La peur parfois aussi d'affronter le regard des autres. Alors si tu cherches un livre qui va t'inspirer, qui va t'élever et te donner la force d'avancer, alors ce livre Chevalier de ta propre vie est fait pour toi. N'hésitez pas à vous le procurer, le lien est en description et c'est aussi une grande manière pour vous de soutenir la chaîne. Parce que croyez-moi, dans ce livre les amis, j'ai mis vraiment toute mon âme et tout mon cœur. C'est un livre que j'ai écrit avec la sueur, le sang et les larmes. Et je suis très fier de ce que j'ai pu accomplir à travers ce bouquin. Et si ce livre peut changer la vie ne serait-ce que d'un d'entre vous, je serai le plus heureux du monde. Voilà, donc n'hésitez pas à vous le procurer les amis, le livre est disponible sur Amazon, lien en description, ça me soutiendrait énormément et vraiment j'espère qu'il vous plaira, j'ai hâte d'avoir vos retours. Quand on lance Saint Seiya Omega, on comprend tout de suite que quelque chose a changé. On n'est plus dans l'histoire classique que tout le monde connaît, le temps a passé, et le monde des chevaliers de bronze et d'or a laissé des traces, mais aussi des cicatrices. Seiya par exemple, ce nom tout le monde le connaît, il est devenu une légende. Ce n'est plus le gamin têtu qui fonçait tête baissée pour protéger Saori, c'est aujourd'hui le chevalier d'or du Sagittaire, l'un des plus grands héros de l'histoire. On le mentionne comme une légende, et même s'il n'apparaît que par flashback dans l'arc Arya, sa présence plane sur tout le récit, car Omega raconte justement ce qui arrive après Seiya. Quand une génération a tout donné, que se passe-t-il quand il faut passer le flambeau? C'est là qu'entre en scène un nouveau dieu, Mars. Contrairement à Poséidon ou Hadès, il n'est pas une menace entre guillemets cachée qui agit dans l'ombre. Non, Mars surgit lui-même au grand jour. Il arrive comme une force brute, une divinité guerrière qui veut remodeler le monde. Sa présence est écrasante dès les premiers épisodes. Mars, c'est vraiment l'un des dieux les plus stylés de tout l'univers Saint Seiya, un personnage extrêmement touchant et profond. Mais vous inquiétez pas, on développera ce personnage quand on traitera de l'arc du sanctuaire de Saint Seiya Omega. La vidéo est prête, elle arrive très bientôt. Mars est venu sur Terre, il a terrassé les chevaliers de bronze et c'est Seiya, le légendaire, qui s'est sacrifié pour protéger Athéna. Mais surtout Koga, qui n'était encore qu'un bébé. Depuis ce jour, Athéna a élevé l'enfant comme son propre fils et c'est Shaina qui s'est chargée de son entraînement. Mais Koga, lui, ne comprenait pas bien pourquoi il devait se battre, pourquoi il devait tant souffrir, jusqu'au jour où la vérité lui éclatera au visage.
car Mars finira par revenir. Il enlèvera Athéna sous ses yeux et Koga, devenu entre-temps chevalier de Pégase, découvrira avec effroi le fossé immense qui existe entre lui et un dieu. Et le kidnapping de Athéna change tout. Elle est le symbole d'espoir et de protection qui est arraché à la Terre. Et cette absence, on la ressent immédiatement. Elle laisse un vide, un silence inquiétant, et dans ce vide, Mars installe sa domination. Au milieu de ce chaos, il y a Koga, ce jeune garçon qui ne sait pas encore qu'il est destiné à devenir un héros. Et c'est à travers lui qu'on découvre tout l'univers. C'est un adolescent, il a peur, il doute, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il rejette même son rôle parce que porter le poids d'un héritage pareil, c'est insupportable. Et pourtant, tout son être est lié à Athéna. Quand il n'était encore qu'un enfant, elle l'a protégé de Mars au prix de sa propre blessure, elle l'a sauvé, c'est grâce à elle qu'il est encore en vie. Et dès lors, même s'il refuse son destin, Koga ne pourra jamais échapper à ce lien. Car Saint Seiya depuis toujours, c'est l'histoire de ces rencontres qui marquent une vie et qui forgent une vocation. Seiya avait Saori et Koga aussi a Saori, et il devra la protéger à sa manière comme l'a fait son prédécesseur. Dès les premiers épisodes, Omega nous montre cette dualité, le poids du passé et l'incertitude du futur. Une fois Athéna enlevée, Koga n'a plus vraiment le choix, même s'il doute encore, même s'il refuse presque son rôle. Il est forcé d'avancer. C'est le point de départ de sa quête. Retrouver Saori, la protéger et découvrir ce que ça veut dire être un chevalier. Et c'est sur ce chemin qu'il croise ses premiers compagnons. Le premier, c'est Soma, le chevalier du petit lion. Soma, c'est l'opposé de Koga. Là où Koga doute et trébuche, Soma est fonceur, énergétique, sûr de lui. Mais derrière cette façade flamboyante se cache une blessure profonde, la disparition de son père, tué par un chevalier d'argent. Ce n'est donc pas un hasard si Soma prend Koga sous son aile. Lui aussi est marqué par le conflit. Lui aussi cherche des réponses. Et ensemble, ils commencent à incarner ce que Saint Seiya a toujours fait de mieux. Montrer que les héros ne naissent jamais seuls, mais qu'ils se construisent dans l'amitié et le partage. C'est Soma qui va entraîner Koga jusqu'à la Palestre, une école de formation pour les jeunes chevaliers. Et là on découvre quelque chose de totalement nouveau dans Saint Seiya. Pour la première fois, on nous montre un lieu où les futurs héros s'entraînent, apprennent à maîtriser leur cosmos et à comprendre ce que signifie être un chevalier. La Palestre, c'est une sorte de sanctuaire moderne, une académie qui incarne l'évolution de cet univers. Certains fans ont critiqué ce choix, en disant que ça ressemblait trop à un shonen scolaire classique. Et c'est pas faux, mais en vrai c'est quand même une idée assez sympathique. Et c'est là qu'apparaissent les autres futurs compagnons de Koga. Yuna, chevalier de l'aigle, qui brille par son indépendance et sa force de caractère. Une jeune fille qui décide de s'émanciper des règles établies. On découvre aussi Ryuo, le fils de Shiryu, héritier d'un poids immense, celui de son père légendaire. Là encore, Omega ne cherche pas à copier. Ryuo n'est pas Shiryu, il est plus fragile, plus réservé, et c'est dans cette fragilité qu'il trouve sa beauté. À la Palestre, on retrouve quelque chose de très classique dans le genre shonen, une école, des amitiés naissantes, des rivalités qui se forgent, et même un tournoi pour mesurer la force des apprentis chevaliers. Et c'est là qu'apparaît le rival froid et distant, Eden, qui incarne à lui seul ce mur infranchissable que Koga devra apprendre à dépasser. Mais ce qui rend cette partie si précieuse, c'est qu'elle prend le temps. Ouais, ça peut sembler lent au début, ok, on est loin du rythme effréné du sanctuaire classique, mais c'est justement ce temps qui rend Omega différent. On voit Koga évoluer, on voit ses liens se tisser avec Soma, Yuna, Ryuo et bientôt avec Haruto puis Eden. Ces relations deviennent le cœur de la série. Car Saint Seiya depuis toujours, ce n'est pas l'histoire de un héros, c'est l'histoire d'un groupe, d'une fraternité, d'une génération prête à se sacrifier pour protéger la lumière. Derrière ses apparences maladroites, derrière son rythme parfois lent et hésitant, l'anime construit quand même quelque chose d'important. L'attachement. On a une atmosphère presque légère, on apprend à connaître Koga et ses compagnons, avant de les voir souffrir de ouf. On vit avec eux, on grandit avec eux, et quand le drame arrivera, ce sera d'autant plus puissant. Tout respire le feel good, on voit nos héros rire ensemble, s'entraîner, se chamailler, progresser. Mais en réalité, ce ton lumineux n'est pas un hasard, il sert de trompe-l'œil. C'est ça le coup de génie de ce début d'animé. Il installe une fausse impression de sécurité, il nous met à l'aise, il nous donne le temps de respirer, il nous laisse croire que ce voyage sera peut-être plus doux que les anciennes batailles. Mais en réalité, c'est exactement l'inverse qui nous attend. Et c'est ce contraste qui rend l'impact si fort. La lumière de la Palestre, l'insouciance des débuts, tout ça n'était qu'un calme avant la tempête. Et plus cette ambiance feel good nous réchauffe au départ, plus elle nous glacera le sang par la suite.
Tout change le jour où Koga apprend que Athéna serait cachée à la palestre. Pour lui, ça ne fait aucun doute, il doit la retrouver. Alors il s'introduit de force dans le bureau du directeur, prêt à tout pour sauver Saori. Mais ce qu'il découvre n'est pas ce qu'il attendait. Ce n'est pas la vraie Athéna qui l'attend. C'est une jeune fille, inconnue, une silhouette fragile au regard vide, presque absent. Elle semble éteinte, comme si elle n'avait jamais vécu, comme si elle n'était qu'un corps sans âme. Et pourtant, Koga sent quelque chose, une présence, une lumière dissimulée au fond d'elle. Koga, sans le savoir, l'appelle et la réveille, car ils ne le savent pas, mais ces deux-là sont liés depuis l'enfance. Et dans ce contact, dans cette étincelle de cosmos, la magie opère. La jeune fille ouvre les yeux comme si elle voyait le monde pour la première fois. Elle s'appelle Arya, et à partir de ce moment-là, elle ne quittera plus vraiment Koga et ses compagnons. Arya, c'est un personnage unique dans tout Saint Seiya. Quand on la découvre, elle n'est pas seulement une jeune fille fragile, elle est avant tout une prisonnière. Mars l'a arrachée à son humanité, lui a imposé le rôle de fausse Athéna, comme si elle n'était qu'un pion dans son plan de domination. Et pourquoi il a fait ça? Parce que cette jeune fille a un cosmos lumineux extrêmement puissant, et lui, il en a besoin. Depuis son enfance, Arya n'a jamais connu la liberté. Elle n'a jamais eu le choix, elle n'a jamais eu le droit d'exister pour elle-même. Arya, c'est l'image d'une vie volée, d'une âme enfermée dans un rôle qu'elle n'a jamais choisi. Et c'est pour ça que sa rencontre avec Koga change tout. Parce que lui, par sa lumière, par sa révolte contre le destin, va lui redonner quelque chose qu'elle n'avait jamais connu jusque-là, le droit de vivre vraiment. C'est seulement au contact des héros qu'Arya commence à respirer. Elle rit timidement, elle s'émerveille du vent, d'une fleur, d'une main tendue. Pour nous, spectateurs, ces gestes paraissent banals, mais pour elle, qui a grandi dans les ténèbres, chaque instant est une découverte, un miracle. C'est ce qui la rend si pure, pas parce qu'elle serait une sainte intouchable, mais parce qu'elle goûte à la vie pour la toute première fois. Elle devient le cœur d'un groupe, non pas en combattant, mais en incarnant ce que nos héros défendent réellement, le droit d'être soi, d'aimer, de rire, d'exister. Et c'est aussi pour ça que son destin est d'autant plus cruel, car en réalité, la vie de Arya n'aura été qu'une parenthèse, un éclat fugace. Elle n'aura connu la liberté que grâce à Koga et ses amis, mais cette liberté ne durera qu'un court instant. Et c'est ce paradoxe qui nous bouleverse vraiment. Plus elle brille, plus on sait que sa lumière est fragile. On comprend que tôt ou tard, Mars viendra la réclamer. Mais en attendant, on s'attache, on croit en elle. On se laisse guider en fait par son innocence. Et c'est précisément pour ça que sa disparition sera un des plus gros chocs de toute la série. Une fois Arya réveillée, le véritable fil rouge de l'arc se met en place. Car derrière le chaos apparent, Mars a un plan précis. Absorber le cosmos de la Terre, puiser dans sa force vitale pour créer son propre empire, un monde nouveau à son image. Et pour réaliser ce projet, il a semé sur la planète des piliers gigantesques, des vestiges, qui drainent lentement l'énergie vitale de notre monde. Mars a pris le contrôle de la palestre, et nos héros s'en iront avec Arya et seront recherchés, ce seront des fugitifs. Dès lors, la mission de Koga et ses compagnons devient claire, il faut détruire ces vestiges. Et c'est là que commence vraiment le voyage. Fini la relative insouciance de la palestre, fini le confort d'un quotidien protégé. Le groupe entre dans le monde réel, un monde abîmé, attaqué de toutes parts par Mars et ses guerriers. Les épisodes prennent une autre dimension, celle d'un périple avec des batailles de plus en plus intenses, des ennemis redoutables et une tension qui monte sans qu'on s'en rende compte. Chaque vestige devient une étape, une épreuve, et à chaque fois on retrouve cette dynamique chère à Saint Seiya. Les héros doivent aller plus loin qu'ils ne le croient possible, dépasser leurs limites pour protéger quelque chose de plus grand que eux. Ce qui frappe dans ces épisodes, c'est la construction progressive de l'équipe. Koga, Soma, Yuna, Ryo, Haruto, chacun d'eux trouve un moment pour briller, pour montrer sa valeur. Mais à chaque fois, Arya est au centre, parce que son rôle est symbolique. Elle est celle qui inspire, celle qui transforme le sacrifice de ses amis en victoire. En parallèle, Mars déploie ses généraux, et c'est là qu'apparaît de nouveau l'un des personnages les plus marquants de l'œuvre, Eden, son propre fils. Eden, c'est l'ombre de Koga, là où Koga est un héros qui doute mais qui avance grâce à la lumière des autres. Eden est un guerrier solitaire, élevé par un dieu, persuadé que la force seule dicte le monde. Chaque confrontation entre lui et Koga est une montée en tension, comme un prélude au grand affrontement qui viendra plus tard. Et il y a aussi Mycène, le chevalier d'or du lion, figure paternelle et terrifiante qui incarne la puissance du camp de Mars. Mycène, c'est la preuve que l'ennemi n'est pas seulement une armée de guerriers interchangeables, c'est une vraie force, une organisation avec des chevaliers d'une puissance équivalente aux héros de jadis. Quand il apparaît, on sent le gouffre qui sépare Koga et ses amis de leurs adversaires. Petit à petit, les combats deviennent plus durs, plus éprouvants. On sent que la route sera semée de sacrifices.
Mais au cœur de ce voyage, Arya continue d'évoluer. Elle découvre l'amitié, la chaleur des rires, la beauté d'un coucher de soleil. Des détails tellement simples mais qui la rendent de plus en plus humaine. Plus on avance, plus on s'attache à elle et plus on croit que cette lumière va accompagner nos héros jusqu'au bout. Et puis, sans prévenir, tout bascule. L'animé nous avait offert des sourires, des instants chaleureux presque naïfs, et c'est précisément pour mieux nous poignarder au cœur. Car la mort, elle, ne prévient pas, elle ne demande pas la permission, elle surgit, brutale, et détruit en un instant ce que l'on croyait immuable. Arya, cette jeune fille pure, fragile et lumineuse, que l'on avait vu s'émerveiller à la vie, découvrir l'amitié, rire timidement aux côtés de Koga et des autres. Arya, qui représentait l'innocence au milieu du chaos, va tomber sous un coup de Mars, et c'est un choc d'une violence inouïe. Pas parce que la mise en scène cherche à l'annoncer, pas parce qu'on nous prépare à sa fin, mais justement parce que rien ne présageait qu'elle allait disparaître si vite. La série avait tout fait pour qu'on s'attache à elle, elle n'était pas une guerrière, elle n'avait pas la puissance des autres, elle avait quelque chose de plus rare encore, une lumière, la lumière de l'âme, la capacité de donner du sens au combat des autres. Et c'est cette lumière que Mars vient écraser froidement, comme si elle n'était rien. Le contraste est insoutenable, un être qui ne demandait qu'à vivre, réduit au silence par la main d'un dieu tyrannique. Ce moment, c'est plus qu'un simple plot twist, c'est une déclaration d'intention. Senseiya Omega brise d'un coup son ambiance feel good, pour nous rappeler que l'univers de Senseiya n'a jamais été tendre. La mort tragique d'Arya nous montrera que dans cette série-là, même les innocents ne seront jamais épargnés. Et derrière la tristesse, il y a un message profond, Arya n'a pas vécu pour rien. Sa mort, brutale et injuste, devient le déclencheur. Elle est le point de rupture qui transforme définitivement l'histoire. Car à travers elle, les héros comprennent que cette guerre ne peut pas être gagnée par la seule camaraderie, ni par la légèreté de l'aventure. Non, ce combat ce sera une lutte à mort, où chaque pas en avant coûtera un prix insoutenable. C'est aussi un miroir de ce qu'est Senseiya depuis ses origines. L'histoire de jeunes gens qui avancent malgré les pertes, malgré la douleur et qui trouvent la force de continuer en portant la mémoire de ceux qui ne peuvent plus marcher à leur côté. Arya, en disparaissant, laisse un vide béant dans le groupe, mais aussi une flamme nouvelle, celle de ne jamais abandonner, même au bord du désespoir. Sa mort, c'est la fin de l'innocence dans Omega. Un rappel que la lumière la plus belle attire toujours les ténèbres les plus cruelles, mais aussi une preuve que cette lumière, même brisée, continue d'exister dans le cœur de ceux qui restent. Et c'est ça le véritable héritage de Arya, une lumière qui, même éteinte, continue d'éclairer le groupe. Quand Arya meurt, c'est comme si le temps en fait s'arrêtait. Les rires, les instants de légèreté, cette fausse impression de sécurité dans la série, il y a tout qui vole en éclats. Koga, Soma, Yuna, Ryo, Haruto, chacun est brisé à sa manière. Ils ne comprennent pas comment une telle injustice a pu frapper. Pourquoi elle? Pourquoi celle qui n'avait jamais levé la main, qui n'avait jamais cherché le conflit, qui ne représentait que la douceur et la pureté? C'est ce vertige, cette incompréhension totale qui donne à sa mort une puissance aussi destructrice. Mais au milieu de cette douleur, un personnage souffre encore plus que tous les autres. Eden, lui, le fils de Mars, élevé dans l'ombre de son père, endoctriné à suivre ses idéaux. Eden n'a jamais vraiment choisi sa route, mais Arya, elle, représentait un autre monde, une lumière fragile, une pureté qui le désarmait et l'apaisait. Eden l'aimait sincèrement, alors quand Mars de sa propre main écrase Arya sous les yeux de Eden, ce n'est pas seulement un meurtre, c'est une trahison absolue. Mars vient de briser le cœur de son propre fils, de lui arracher la seule personne qui donnait un sens à son existence. Quelque chose est mort en lui ce jour-là, et ce quelque chose, c'est la confiance dans les liens du sang. La mort d'Arya, c'est le début du réveil de Eden, le moment où il comprend que Mars n'est pas un dieu protecteur ni un guide, mais un monstre capable de sacrifier même ceux qui incarnent la pureté. Cette plaie béante, il la portera toujours, et c'est cette plaie, ce souvenir d'Arya qui le poussera finalement à se libérer de l'emprise de son père, à ouvrir les yeux et à changer de camp. Et puis, juste avant de s'éteindre, Arya agit. Elle utilise ce qui lui reste de cosmos pour propulser nos héros vers leur destinée, le sanctuaire, comme pour leur dire une ultime fois, ne vous arrêtez pas, même si je ne suis plus là, continuez, avancez, battez-vous pour un monde où plus jamais une lumière ne sera écrasée comme la mienne. Ce geste est immense puisqu'il nous montre que Arya est un pont entre deux arcs. Elle meurt certes, mais en mourant, elle ouvre la porte vers la suite. Comme si sa vie n'avait eu qu'un but, mettre nos héros sur la route de leur véritable combat. Et ce combat-là, c'est ce qui se déroulera juste après dans l'arc du sanctuaire. Un sanctuaire corrompu, dirigé par Mars.
Ainsi, l'arc Arya se referme dans un mélange de larmes et d'espoir. Nous avons perdu l'innocence mais gagné une détermination nouvelle. Arya n'est plus, mais à travers sa mort, elle a donné aux héros et à Eden plus que quiconque la conviction qu'il faut continuer coûte que coûte. Et c'est là que commence la véritable histoire, l'arc du sanctuaire. Un nouvel acte, un nouveau monde, une nouvelle intensité. Mais tout ça, on le décortiquera dans une nouvelle vidéo qui sortira très bientôt les amis, elle est déjà prête, sur justement l'arc du sanctuaire de Senseiya Omega. Et croyez-moi, ça va être légendaire, donc restez branchés. L'arc Arya, c'est plus qu'un simple début pour Senseiya Omega, c'est une leçon brutale sur la fragilité des choses. On commence avec une atmosphère lumineuse, presque insouciante, pleine de camaraderie et de découvertes. Et puis, sans prévenir, tout bascule. La mort d'Arya ne vient pas seulement déchirer nos héros, elle déchire aussi le spectateur, parce qu'elle nous rappelle une vérité qu'on voudrait oublier. La mort ne prévient pas, elle fauche au hasard, même les âmes les plus pures, et laisse derrière elle un vide impossible à combler. Mais paradoxalement, ce vide devient une force. Arya disparaît, mais son souvenir devient le moteur du groupe. Chacun d'eux porte désormais un poids nouveau, une maturité née dans la douleur. Et c'est précisément cette douleur qui les pousse à continuer, à se battre, à croire. Et au milieu de ce deuil, il y a Eden. Eden qui voit son monde s'effondrer, qui comprend que le dieu qu'il vénérait n'est qu'un tyran, et que l'amour qu'il portait à Arya est devenu son fardeau, mais aussi son salut. Lui aussi est transformé par cette perte, et son futur basculement naîtra ici dans ce moment tragique. Alors quand on repense à cet arc, on se souvient de ses couleurs vives, de ses rires, de son amitié, mais on se souviendra surtout de son dernier battement de cœur, ce battement qui a marqué un point de non-retour, parce qu'avec la mort de Arya, Senseiya Omega change de visage, la légèreté disparaît, et ce qui s'ouvre devant nous, c'est un chemin sombre, dramatique, sans concession, celui du sanctuaire corrompu par Mars, et c'est là que commence la véritable histoire, une histoire de guerre, de sacrifice, de trahison et d'espoir, une histoire où chaque combat pèsera lourd, où chaque larme aura un sens. L'arc Arya n'était qu'une mise en garde, une illusion brisée, et maintenant l'ascension vers le sanctuaire peut commencer. Merci beaucoup d'avoir voyagé avec moi à travers cette première partie de Senseiya Omega. N'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous pensez du tout début de Omega, si comme moi vous pensez qu'il est un petit peu maladroit, un petit peu lent, mais quand même c'est nécessaire, et que justement avec la mort de Arya ça marque une transition directement sur la suite de Omega, et là Omega deviendra une des séries les plus sombres qu'on ait connues dans l'univers Senseiya, et c'est pour ça qu'elle est vraiment incroyable. Le chara design de Omega peut en rebuter certains, je le conçois, mais croyez-moi, dans le fond, c'est une des meilleures choses que Senseiya ait pu connaître. Mais de toute façon, plein de vidéos sont prévues sur le sujet, donc restez branchés. Vous l'avez compris, donc on se retrouve très vite les amis. D'ici là, surtout, prenez soin de vous. Gros bisous, à bientôt. Ciao!